Bonsoir et bienvenue dans ce 21h de la télévision Bonferré. Les nouvelles ne sont pas bonnes du côté de la Cour de la justice de la CEDEAO qui a rendu ce matin son verdict à l'issue de l'examen au fond de la plainte du Niger. La juridiction a jugé la dite plainte irrecevable pour motif que la partie plaignante n'est pas qualifiée à le faire. Sidi Haruna pour les explications. C'est une décision qui était attendue avec anxiété par Niamey. Elle tombe comme un couperet. La plainte du Niger ne sera même pas examinée par la Cour de justice de la CEDEAO. Cette dernière refuse l'examen au fond du dossier pour défaut de qualité des plaignants et la déclare donc irrecevable. La requête, aussi bien principale que la requête aux fins de mesures provisoires dont la Cour était saisie de la part de l'État du Niger et de 7 autres, toutes ces requêtes-là sont déclarées irrecevables parce que d'un côté, ceux qui représentent l'État du Niger actuellement sont des militaires qui ont pris le pouvoir par la force et donc ils ne sont pas reconnus par la CEDEAO et par tous les protocoles que le Niger a signés. Donc ils n'ont pas qualité pour saisir notre cour. Alors, ils sont irrecevables. Même sort pour la requête introduite par l'autre partie des plaignants. La Cour estime qu'il y a connivence à ce niveau avec l'État du Niger pour justifier de son irrecevabilité. Les autres parties qui ont également introduit des requêtes aux côtés de l'État du Niger, la Cour a constaté que les intérêts sont convergents, c'est-à-dire que ne poursuivent pas un intérêt différent de celui que l'État du Niger poursuit, mal représenté par les militaires. Donc, eux aussi, ils sont irrecevables. Pour nombre d'analystes, cette décision était prévisible au regard du sort qu'a réservé l'autre organe judiciaire de la communauté, la Cour de justice de Léoma en l'occurrence, à la requête de Niamey tendant à demander un sursis à exécuter les sanctions en attendant un examen au fond du dossier. À présent, les options judiciaires semblent être épuisées pour Niamey de voir les sanctions levées. Seule alternative pour cela, la prochaine réunion du chef d'État de cette organisation, s'ils acceptent bien sûr de mettre de l'eau dans leur vin. Une perspective peu probable à envisager si l'on en juge à travers les propos peu amènes du ministre des Affaires étrangères nigérien sur le Niger. Les femmes engagées aux côtés du Front patriotique ont animé ce matin une déclaration. Elle est relative à la marche suivie de meetings prévus le 9 décembre, veille du sommet de la CEDEAO. Le compte rendu avec Oussena Hassoumi et Omar Boukari. Saluer l'esprit de patriotisme des Nigériens depuis les événements du 26 juillet dernier et inviter la population nigérienne à la marche qui se tiendra le 9 décembre prochain. C'est la quintessence de cette déclaration des femmes engagées aux côtés du Fonds patriotique pour la souveraineté. Cette déclaration intervient à la veille du sommet des chefs d'État de la CEDEAO, le dimanche 10 décembre 2023, pour décider de la levée ou non des sanctions barbares, inhumaines et uniques imposées à notre pays depuis le 30 juillet 2023. Ainsi, nous, femmes engagées aux côtés du Front patriotique pour la souveraineté, lançons un appel vibrant aux femmes en particulier et à la population de Niamey et environnant en général pour une participation massive à la marche suivie de meetings le samedi 9 décembre à 9h de la place Toumo au rond-point Escadrille pour exiger de la CEDEAO et de l'UEMOA la levée des sanctions contre notre pays. Sinon, c'est au Niger de sanctionner la CEDEAO, l'UEMOA et la francophonie à travers un retrait de toutes ces institutions à la solde de la France. Depuis l'arrivée du CNSP au pouvoir, le Niger fait parler de lui positivement sur le plan national et international, d'où l'élan patriotique des Nigériens de tous bords pour dissuader la CEDEAO et la France de s'attaquer au Niger. Le 30 août dernier, ces femmes ont organisé au niveau du rond-point de la Résistance, ex-rond-point Escadrille, une journée casserole pour soutenir le CNSP et demander le départ des troupes militaires françaises.
Elles ont aussi organisé à la devanture du siège de la CEDEAO un sitting pour demander la levée des sanctions infligées au Niger. Dans un communiqué conjoint signé mardi, les gouvernements maliens et nigériens ont dénoncé les conventions en matière fiscale signées avec la France. Désormais, les sociétés françaises opérant dans ces deux pays paieront les impôts et les taxes. Cette mesure entrera en vigueur dans 3 mois selon le communiqué conjoint. Balima Bourema. Après la dénonciation des accords militaires, le Mali et le Niger dénoncent aussi les accords fiscaux signés au début de la décennie 1970. Il s'agit pour le Mali de la convention tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière d'impôts sur les successions, de droits d'enregistrement et de droits de timbre de 1972, et pour notre pays celle tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale. Selon les deux gouvernements de transition au Mali et au Niger, la dénonciation de ces conventions vise également à préserver les intérêts des populations nigériennes. Sur la base des dispositions pertinentes de la Convention de Vienne sur le droit des traités de 1969, notamment celles relatives à la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, la survenance d'une situation rendant l'exécution du traité impossible et le changement fondamental des circonstances, le gouvernement de la transition de la République du Mali et le gouvernement de la transition de la République du Niger ont décidé de mettre fin dans un délai de 3 mois aux conventions précitées, afin de préserver les intérêts supérieurs des peuples maliens et nigériens. Dans le communiqué conjoint, les deux pays ont motivé leur action. La conclusion et la signature de traités bilatéraux entre les États visant à renforcer la coopération internationale et les liens d'amitié. Or, l'attitude hostile persistante de la France contre nos États contrevient à cette raison, ajoutée au caractère déséquilibré de ces conventions, causant un manque à gagner considérable pour le Mali et le Niger. Au Niger, la dénonciation d'une telle convention, longtemps demandée par les acteurs de la société civile, constitue une aubaine. Le cas le plus cité est celle de la société Orano opérant dans l'exploitation des mines dans notre pays depuis plus de 40 ans. La société Orano ex-Areva a bénéficié d'exonérations d'impôts et de taxes depuis le début de l'exploitation de l'uranium dans notre pays. Panel organisé à l'hôtel Radisson Blu de Niamey par le réseau des journalistes pour les droits de l'homme RJDH, une activité qui se tient à 72 heures de la commémoration de la Déclaration universelle des droits de l'homme célébrée le 10 décembre de chaque année. Le compte rendu avec Achatou Mamadou et Lucas Ouga. L'article 1er de la Déclaration universelle des droits de l'homme souligne que, je cite, « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont tous doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité. » La commémoration du 115e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme est marquée au Niger par ce panel de haut niveau articulé autour des droits humains organisé par le réseau des journalistes pour le droit de l'homme RJDH. Pour passer le message et atteindre les objectifs assignés, le RJDH a convié les étudiants en journalisme et en communication et ceux inscrits en droit et les professionnels des médias. Au-delà des progrès enregistrés, cette célébration intervient au Niger dans un contexte particulier. Occasion pour le réseau de dresser la situation actuelle du pays. Au Niger, notre pays, des progrès ont été réalisés dans le cadre de la promotion et la protection des droits humains d'une part, mais aussi sur la ratification de certains instruments juridiques régionaux et internationaux de droits de l'homme d'autre part. Ces acquis sont le fruit d'un travail des organisations de la société civile, d'une volonté politique et des partenaires techniques et financiers du Niger, un pays qui promeut et respecte ses obligations internationales en matière de droits de l'homme. Cette année, la célébration du 75e anniversaire de la DIDH intervient dans un contexte politique marqué d'une part
par l'arrivée au pouvoir depuis le 26 juillet 2023 du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie et de l'autre qu'une série de sanctions prises à l'encontre du Niger par la conférence des chefs d'État de la CEDEAO, de l'UEMOA ainsi que par l'Union européenne et d'autres partenaires. Ces mesures interviennent également dans un contexte déjà marqué par la souffrance des populations victimes d'attaques des groupes armés, des effets négatifs liés au changement climatique. Célébrer tous les 10 décembre de chaque année par la communauté internationale l'anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme, édition 2023, une attention particulière est accordée aux questions de violence basées sur le genre, notamment celles affectant les femmes et les filles vivant avec le handicap mental. Madame Mahamadou Abdou Nefatoum Diko de l'Association nigérienne pour la solidarité, le mieux vivre des personnes vivant avec l'infirmité motrice cérébrale, a saisi l'opportunité pour plaider en faveur de ces personnes vivant avec ce handicap. En ce jour, plusieurs sujets seront abordés à travers des panels animés par des éminents conférenciers pour la promotion des droits humains au Niger. Atelier national de plaidoyer organisé par l'ANDH dans le cadre de son programme Just Future, atelier tenu dans les locaux de la salle de réunion de la Chambre de commerce de Maradi. Retrouvons Samira Issa Ali Meiga sur les images de Ibrahim Amadou. Du ministère de la Justice, des Finances, des communautés marginalisées et des personnes ressources sont réunis autour d'un atelier de plaidoyer national pour partager les résultats de l'analyse budgétaire. Cette rencontre qui consiste au partage des résultats d'analyse budgétaire du ministère de la Justice a pour but de mener un plaidoyer pour son renforcement par le ministère des Finances afin d'accélérer l'implantation définitive des tribunaux d'instance au Niger. Par cette volonté politique, un accent particulier a été mis sur la capitalisation des acquis et rendre nécessaire la mise en place de réponses appropriées, mais aussi pour renverser cette tendance et faciliter l'accès à la justice. En application de la loi 2018-37 qui crée les tribunaux d'instance et des tribunaux de foncier rural, par la même occasion, en collaboration avec les partenaires, plusieurs tribunaux d'instance de notre pays ont été rendus opérationnels, fonctionnels. Malheureusement, cette disposition n'a pas rendu effective leur installation. Comme le thème de la présente assise l'indique, le partage de l'analyse budgétaire du ministère de la Justice, l'ANDH veut apporter une fois de plus sa contribution dans les différents secteurs du droit de l'homme, notamment l'accès à la justice des couches les plus marginalisées. Ce programme est financé par le Cordaïd dans le cadre de son programme Just Future et mis en œuvre par l'Association nigérienne pour la défense des droits de l'homme ANDDH. C'est un programme qui est présent dans 6 pays du monde, dont le Niger, le Mali, la RDC, le Burundi, l'Afghanistan et le Soudan du Sud. Il est financé par le ministère néerlandais des Affaires étrangères pour une durée de 5 ans et axé sur 3 axes principaux. Le premier axe, c'est l'accès à la sécurité. Le deuxième axe, c'est l'accès à la justice. Et le troisième axe, c'est l'accès à la paix inclusive. Comme vous voyez, tous les pays qui sont concernés par ce programme présentent à peu près les mêmes similitudes sécuritaires. Et c'est dans ce sens que nous, au niveau du Niger, l'association l'ANDDH et Timidria sont sur l'axe numéro 2, l'accès à la justice. Il s'agit pour nous aujourd'hui, chers participants, d'examiner d'abord le rapport sur l'effectivité des tribunaux de l'instance au Niger, plus spécifiquement dans la zone d'intervention du projet, et de revoir également les lignes budgétaires affectées au ministère de la Justice. Il est attendu des participants des résultats pouvant permettre la mise en place des réponses appropriées en vue du rehaussement du budget des différents ministères.
Les élèves des classes de CM2 débuteront les évaluations pour le premier trimestre sur l'ensemble du territoire national le 7 décembre. Une décision qui émane du ministère de l'Éducation nationale. Où en sont donc les préparatifs de ces évaluations? Éléments de réponse avec Suleiman Ousmane. C'est la date du 19 décembre 2023 qui est retenue pour l'évaluation des élèves des classes de CM2 pour le premier trimestre. L'annonce a été faite à travers cette note du ministère de l'Éducation nationale en date du 6 décembre 2023, adressée aux différents directeurs régionaux de l'éducation. Au niveau des écoles primaires de Niamey visitées, cette annonce a été bien accueillie. Nous aussi, donc, il y a notre inspectrice Niamey 10 qui nous a envoyé cette fameuse lettre pour nous informer des évaluations de CM2. Il y a un emploi du temps spécifique pour le PMAC. Donc, c'est ce qu'on les a entraînés là, c'est ça qu'on va les évaluer. Donc, on a reçu cette lettre et on est en train de le préparer aussi. On attend d'abord le 19 pour la première évaluation. C'est les petites classes qui sont en composition. Mais les CM2, on attend le 19 d'abord. Il n'y a que des exercices et des rémédiations qu'on est en train de leur faire pour les préparer à cet examen. En termes d'évaluation des cours, selon ces responsables d'école interrogés, les élèves sont à un stade avancé avec le programme PMAC. Le niveau du programme, donc nous allons vous dire d'abord qu'ici, cette année, exceptionnellement aux autres années, donc nous avons expérimenté ce qu'on appelle PMAC. Donc le paquet minimum axé sur la qualité. Donc depuis octobre jusqu'à fin novembre, donc c'est ce que nous faisions dans nos classes. Oui, donc du CP jusqu'au CM2. Et dans le matinée, on fait la mise à niveau. Donc, ça consiste d'abord à évaluer, tester les niveaux des élèves depuis la rentrée pour voir ceux qui ont des difficultés en mathématiques et ceux qui ont des difficultés en français, notamment en lecture. Donc, et les catégoriser. L'évaluation des élèves des classes de CM2 pour le premier trimestre se déroulera du 19 au 21 décembre 2023 sur l'ensemble du pays. Les résultats issus de ces évaluations seront présentés et envoyés à la direction des évaluations, des certifications et concours scolaires.